Olivier Bokertov, on commence avec cette annonce historique faite par le président américain cette nuit. Un accord a été trouvé pour mettre fin à la guerre à Gaza. En effet, un accord de principe pour le moment qui serait conclu au Caire et pour le désarmement progressif du Hamas, selon le président Trump. Il s'agit d'une étape majeure vers une paix durable dans la bande de Gaza. Donald Trump affirme aussi que le Hamas remettrait progressivement ses armes, tandis qu'Israël retirerait ses forces au fur et à mesure de la mise en œuvre de l'accord. Mais à cette heure, ni Israël ni le Hamas n'ont confirmé officiellement l'annonce américaine. Les responsables israéliens se montrent même très prudents et estiment que plusieurs points essentiels restent en suspens. Et justement, Olivier, que prévoit cet accord ? Selon les informations que nous disposons et publiées par Israël Hayom ce matin, le désarmement du Hamas se ferait en plusieurs étapes sur plusieurs mois. Les tunnels, les usines d'armement et les stocks d'armes lourdes seraient démantelés sous supervision internationale. À mesure que ce processus avancerait, Tsahal se retirerait donc progressivement de la bande de Gaza. Le texte prévoit également le déploiement d'une force internationale de stabilisation ainsi que la création d'une nouvelle police palestinienne. Gaza serait aussi administrée par une nouvelle autorité palestinienne technocratique sans participation, bien entendu, du Hamas. Cependant, Olivier, plusieurs questions restent encore sans réponse. Oui, tout à fait, comme le calendrier exact, le contrôle des armes légères encore détenues par le Hamas, les modalités de retrait israélien et les garanties de sécurité pour Israël font toujours l'objet de discussions. C'est pourquoi Jérusalem n'a pour l'instant donné aucun feu vert officiel à ce projet. Tsahal a détruit cette nuit une importante infrastructure souterraine du Hezbollah dans la région de Beaufort, au sud du Liban. Mais l'opération intervient en représailles au lancement d'un drone piégé contre des soldats israéliens. Une attaque qualifiée par Israël de violation flagrante du cessez-le-feu selon Tsahal. Il s'agissait du principal quartier général souterrain de l'unité Badr du Hezbollah, un réseau de tunnels construit pendant près de 20 ans avec un financement iranien à seulement 6 km de la ville israélienne de Metula. Pour détruire ce complexe, l'armée israélienne a utilisé près de 700 tonnes d'explosifs. Les habitants de Metula et des localités voisines avaient d'ailleurs été invités à ouvrir leurs fenêtres afin d'éviter qu'elles n'éclatent sous l'effet de la déflagration. Et puis cette affaire qui fait beaucoup parler en Israël, Tsahal est confronté à un grave incident disciplinaire au sein de la brigade Givati. Oui, hier, plusieurs dizaines de soldats du bataillon Tsambar, donc de la brigade Givati, ont quitté leur base de Sde-Teman à côté de Jérusalem sans autorisation en criant « à bas les officiers ». L'origine de leur colère, la décision de leur commandant de retirer puis de détruire plusieurs symboles traditionnels du bataillon, des sculptures qui faisaient partie de l'identité de cette unité combattante depuis des années. Quelques heures plus tard, la plupart des soldats étaient finalement de retour à leur base. L'état-major qualifie cet épisode de grave et d'inacceptable, tout en rappelant que ces soldats combattent depuis de longs mois sur plusieurs fronts. Une enquête a été ouverte et des sanctions disciplinaires sont attendues. Dans le reste de l'actualité, le ministère israélien de la Santé lance une alerte face à une forte hausse des cas de rage dans le pays. Et oui, depuis le début de l'année, 69 animaux ont été diagnostiqués porteurs du virus. Les autorités estiment que ce chiffre pourrait atteindre 150 d'ici la fin de l'année. À un niveau inédit, entre 2022 et 2025, le nombre de cas recensés chez les animaux a augmenté de 250%. La rage est une maladie presque toujours mortelle une fois les symptômes déclarés. En revanche, un traitement administré immédiatement après une morsure ou un contact avec un animal infecté permet d'éviter la maladie. Et on termine, Olivier, c'est avec cette rencontre à la résidence du président israélien. En effet, le président Yitzhak Herzog a reçu l'écrivain et philosophe français Nathan Devers, actuellement en Israël, à l'occasion de la sortie de son nouveau livre « Aimer Jérusalem ». Au cours de leur entretien, le chef de l'État a salué ce qu'il a appelé la clarté morale de Nathan Devers, en le remerciant pour son soutien au peuple juif et à l'État d'Israël dans ce contexte particulièrement difficile. Nathan Devers poursuit actuellement une série de rencontres en Israël pour présenter son nouvel ouvrage consacré donc à la ville de Jérusalem.
Avec à 8h05, un coup d'œil sur la météo de ce vendredi 31 juillet 2026, Rev Shabbat, avec une chaleur qui va s'intensifier aujourd'hui. Températures seront supérieures au normal de saison, avec un temps très chaud sur une majeure partie du pays. Une vague de chaleur qui devrait atteindre son pic dimanche. Il faudra attendre lundi pour enregistrer une baisse des températures. Il fera jusqu'à 30 degrés aujourd'hui à Haïfa, 31 à Tel Aviv, 36 ici à Jérusalem, 37 à Beersheva et jusqu'à 42 degrés à Eilat. Notre invité, journaliste et auteur, dans son livre « La mécanique du mal », elle a consacré 2 années d'enquête à analyser les réseaux d'influence, les ONG, les campus et les flux financiers qui, selon ses recherches, soutiennent la radicalisation et le terrorisme au sein des démocraties occidentales. Elle poursuit aujourd'hui ce travail avec un rapport consacré à Urgence Palestine à travers le parcours de son cofondateur Omar Al-Soumi, et elle cherche à comprendre comment ce collectif s'est structuré et imposé en France. Nous sommes très heureux de recevoir Sophie Chemala. Bonjour Sophie, merci d'être avec nous. Bonjour Olivier, merci de votre invitation. Alors, votre rapport, Sophie, ne s'intitule pas Omar Al-Soumi, mais Urgence Palestine. Et pourtant, ce personnage est au centre et au cœur de ce rapport. Avant de nous parler de ce personnage et du comité Urgence Palestine, d'abord, pourquoi vous avez choisi ou pourquoi vous avez décidé de faire une enquête sur Urgence Palestine? Il y a 2 raisons précises par rapport à ça. La première, c'est que quand j'ai écrit La mécanique du mal, comme vous le disiez, c'est beaucoup sur des sources américaines. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'informations aux États-Unis. J'ai rencontré des gens passionnants qui m'ont donné ces informations, qui m'ont communiqué ces informations. Et de là, j'ai construit une compréhension, une visibilité des réseaux de radicalisation. Et c'est parti aussi d'un constat où en France, je n'avais pas le même niveau d'information. En tout cas, moi, j'avais pas accès à ces informations-là. Donc, volonté de rétablir un peu l'équilibre entre ce que j'avais découvert aux États-Unis, au UK, et ce sur quoi je voulais travailler en France. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que Urgence Palestine aujourd'hui occupe une grande partie de l'espace pro-palestinien en France. Urgence Palestine, le collectif a été créé fin octobre 2023, donc vraiment quelques semaines après le 7 octobre. Et une réussite folle, foudroyante. Donc les gens pensent que ça a été très spontané, mais en fait non, ce n'est pas du tout spontané. Ça fait plus de 20 ans que Omar Al-Soumi prépare le terrain. Ça fait plus de 20 ans qu'il met en place des associations, des organisations, qu'il génère la jeunesse et qu'il multiplie son message auprès de différentes communautés en France. Donc non, Urgence Palestine n'est pas spontanée, n'est pas une réponse après le 7 octobre et surtout c'est pas une volonté nouvelle de la jeunesse pro-palestinienne et de la jeunesse radicalisée qui s'est organisée autour d'un collectif lambda. Ça veut dire que c'est quelque chose de très structuré et qui a commencé il y a déjà plusieurs années, on parle de 20 ans presque, pratiquement. C'est extrêmement structuré et oui, ça fait plus de 20 ans, ça fait vraiment depuis le début des années 2000, depuis la seconde intifada que Omar Al-Soumi est actif. Il a d'abord intégré les GUPS, qui est un mouvement transnational. Ensuite, il a créé Génération Palestine vers 2010. Ensuite, il a créé Boussole Palestine, ça c'est plus récent, c'est début des années 2020. Et dernièrement, Urgence Palestine. Il a aussi fait partie, il a été le porte-parole
parle d'un mouvement qui est très très influent aux États-Unis qui s'appelle le PYM, Palestinian Youth Movement, un mouvement pour les jeunes palestiniens. Et ces structures, on le voit aux États-Unis, en tout cas moi c'est ce que j'ai découvert quand j'ai travaillé sur la mécanique du mal, sont extrêmement organisées, très bien financées. Ce sont de grosses entreprises qui ont la volonté de permettre un militantisme fractionné, d'ouvrir des chapitres dans les universités, dans les villes. Et c'est exactement le modèle que reproduit Urgence Palestine. Urgence Palestine, aujourd'hui, c'est un peu plus de 80 antennes à travers la France, que ce soit en local ou que ce soit à travers les universités, les grandes écoles. C'est monumental. C'est quelque chose très important en France. Et donc, ce personnage central de Urgence Palestine, c'est Omar Al-Soumi. Est-ce que son parcours est représentatif d'un phénomène qui est plus large, en fait ? Il est représentatif, si vous voulez, un parallèle dont on parle beaucoup aux États-Unis, c'est Zoran Mamdani, le nouveau maire de New York. Il a un peu le même parcours. Zoran Mamdani, début des années 2010, a créé le SJP dans son université. Il a continué son SJP, c'est Student for Justice in Palestine. C'est un mouvement pro-palestinien. Il y a plus de 240 antennes dans les universités américaines. C'est un mouvement très influent. Il a créé le SJP dans son université, il a continué à militer, il est rentré en politique et il y a 2 ans, il est apparu comme le nouveau phénomène politique. Et aujourd'hui, certains disent même qu'il influence beaucoup les sociaux-démocrates aux États-Unis. Donc, Omar Al-Soumi est moins politiquement correct, il est plus français, il s'est adapté aux besoins français, aux besoins juridiques et aux différentes vagues qu'on a pu constater dans le militantisme pro-palestinien en France, mais c'est un peu le même système, c'est-à-dire qu'ils ont été approchés, ils ont été structurés par des organisations plus globales, plus importantes, qui leur ont donné des moyens et puis surtout qui leur ont donné un message global et transnational. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des messages identiques, que ce soit aux États-Unis, en Australie, en Europe, dans les universités. On se retrouve avec une communication commune. Alors, vous nous avez dit qu'aux États-Unis, essayer de découvrir justement tous ces réseaux d'influence, tout ce qui tourne autour de ces comités et de ces associations pro-palestiniennes, c'était quelque chose de plus facile qu'en France aujourd'hui. C'est ce que vous nous dites en fait ? En France, c'est-à-dire que vous avez eu plus de difficultés à remonter aux sources justement des influences par rapport à ces associations ? Alors oui, j'ai eu plus de difficultés parce que aux États-Unis, vous avez des organisations très influentes. Il y a beaucoup de moyens. Ça fait 10-15 ans qu'il y a des gens qui enquêtent aux États-Unis. Vous avez Charles Small, vous avez Jonathan Schanzer qui sont très impliqués, qui fournissent des rapports au Congrès américain depuis plusieurs années, depuis une dizaine d'années maintenant, et qui facilitent une action politique et juridique. Donc, il y a beaucoup de données aux États-Unis. J'en ai trouvé beaucoup moins en France. J'en ai trouvé plus en Grande-Bretagne, où vous avez ce même type d'organisations qui recherchent et qui enquêtent. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est qu'on arrive à ce niveau d'enquête, de recherche. Aujourd'hui, même en source ouverte, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il y a beaucoup d'informations quand on creuse un peu dans les comptes affichés de certains mouvements politiques, on peut trouver des choses intéressantes. Oui. On peut remonter des conseils d'administration aussi et comprendre en fait la structure et comment tout ça s'est mis en place. Ce qui est intéressant en fait, c'est de prendre différents événements qui semblaient ne rien avoir en commun et se rendre compte qu'ils font partie d'une nébuleuse. Donc aujourd'hui, à mon sens, on en est encore là en France, c'est-à-dire que on a une visibilité sur certains points, mais on n'a pas encore bien relié les points. Mais cette visibilité, si vous l'avez eue, je suppose que la justice ou les autorités françaises peuvent l'avoir aussi. Alors, est-ce qu'elles l'ont cherché ? Est-ce qu'elles ont fait des recherches par rapport à ça ?
Alors, il y a des choses qui sont en train de se faire justement là par rapport à Omar Al-Soumi. Il a été mis en examen en novembre 2025. Il passe en jugement le 7 décembre 2026. Pour quelle raison? Pour plusieurs faits. Le premier, celui qui est le plus celui qui est le plus médiatisé, est pour apologie du terrorisme. Ses appels à l'intifada, sa violence dans les manifestations, les invités pseudo-terroristes aux manifestations d'urgence Palestine. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison dont on parle moins, c'est la convention secrète de déchiffrement. La justice a saisi des appareils digitaux, certainement des ordinateurs et des téléphones d'Omar Al-Soumi. Il refuse de donner les clés de déchiffrement. Pour quelles raisons? On imagine qu'il y a beaucoup d'informations sur ces appareils, mais en tout cas, il risque plusieurs centaines de milliers d'euros d'amende, plusieurs années de prison s'il est condamné pour cette raison. Donc aujourd'hui, là, les informations qui sont dans ces ordinateurs et téléphones semblent plus importants que le risque de la peine encourue. Est-ce que vous pouvez nous dire si Omar Al-Soumi est un cas isolé ou qu'il en existe d'autres, des personnalités de ce genre en France aujourd'hui? Il y a de nombreuses personnalités de ce genre aujourd'hui. Omar Al-Soumi est un petit peu particulier dans le sens où c'est vraiment le symbole de l'évolution et de la réussite du militantisme pro-palestinien en France. Il encadre et il structure via aussi des réseaux transnationaux. On a parlé tout à l'heure de PYM, mais il y a aussi l'USCPR qui est un autre mouvement très organisé, très structuré aux États-Unis, qui organise des camps d'été, des voyages à l'international pour qu'il y ait des liens entre les différents militants. Omar Al-Soumi est un peu le leader et un peu celui qui rassemble tous les mouvements et qui est un peu à la tête en haut de l'échelle, j'ai envie de dire. Mais oui, il y a d'autres lieutenants qui sont moins visibles qu'Omar Al-Soumi. D'ailleurs, Omar Al-Soumi est cofondateur en général de toutes ces mouvances. Mais c'est lui le porte-parole, c'est lui la figure médiatique, c'est lui qui se met en avant. Après avoir réalisé cette enquête, alors comme on a dit, on laisse pour le moment de côté les conclusions et on en parlera peut-être un autre moment. Mais est-ce que vous pouvez nous dire si les autorités françaises, si la communauté juive peut-être aussi en France doit s'inquiéter justement de ce qui se passe justement dans ce genre d'associations en France aujourd'hui, ces associations pro-palestiniennes? Alors, je veux pas crier au loup, c'est pas mon but. Oui, il faut s'inquiéter. Maintenant, il y a inquiétude et inquiétude. Il y a l'inquiétude où on est complètement figé, où on ne fait rien, et il y a l'inquiétude où on va agir. Moi, je suis plutôt du côté inquiétude, mais on va agir. Donc, on s'informe, on sait ce qu'on a en face de nous, et on prend les moyens pour pouvoir répondre à ce type de risque et de danger. C'est aussi la raison du rapport. On a plusieurs échéances à venir à la rentrée. La première, c'est effectivement le procès d'Omar Al-Soumi qui peut soit passer sous les radars, soit on informe réellement les Français et on leur dit ce que ça implique et ils seront informés, ils sauront quel est le danger qui s'invite sous leur fenêtre en fait depuis des années. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi les élections présidentielles. Il y a des mouvements politiques qui sont directement impliqués avec Urgence Palestine. Vous êtes arrivé à cette conclusion très claire qu'il y a des mouvements politiques, on ne va pas les citer pour le moment, qui sont directement impliqués avec des financements ou des rapports avec Urgence Palestine? Il y a un mouvement politique français d'extrême gauche qui est directement impliqué avec Urgence Palestine, oui. Qui les aide sur le financement, en fait, Urgence Palestine est un collectif, ça veut dire qu'il n'a pas de raison sociale et juridique, il ne peut pas ouvrir un compte bancaire, il ne peut pas, il y a beaucoup de choses qu'il n'est pas censé faire. Pourtant, Urgence Palestine, c'est une machine de guerre, c'est une grosse entreprise qui fonctionne sur plusieurs centaines de milliers, peut-être et probablement plusieurs millions d'euros. D'où vient cet argent? Comment est-ce
ce qu'il est réattribué à Urgence Palestine. Voilà, il y a des collaborations derrière tout ça. Et oui, ça fait, à mon sens, ça devrait faire partie du débat politique de la rentrée pour qu'on sache exactement ce qui se passe dans le paysage politique en France. Très bien, on est très curieux en tout cas de connaître vos conclusions. J'espère que on aura l'occasion de se reparler pour les connaître. En tout cas, merci. Mais d'abord, merci pour ce travail important. Et puis, merci aussi d'avoir été avec nous, Sophie Gemla, ce matin. Merci beaucoup. Merci, Olivier. C'était un plaisir. À très bientôt. De prime abord, de nombreux électeurs de la droite israélienne pourraient avoir d'excellentes raisons de soutenir Gadi Eisenkot et de le voir devenir le prochain Premier ministre de l'État d'Israël. Gadi Eisenkot est séfarade, originaire du Maroc, natif de Tibériade, sa famille est d'origine modeste et lui-même diffuse une forme d'humilité qui tranche avec l'attitude de certains de ses prédécesseurs. Gadi Eisenkot a donc pour atout sa capacité à avoir fait voler en éclats les plafonds de verre sociétaux, comme lorsqu'il est devenu un des premiers chefs d'état-major issus du monde séfarade. Devenir Premier ministre séfarade de l'État d'Israël serait pour lui incontestablement une consécration. Qui plus est, Gadi Eisenkot est un père endeuillé qui a perdu son fils Gal et son neveu durant la guerre à Gaza. Il a vécu donc dans sa chair le lourd tribut de la guerre et il ne fait aucun doute que cette douloureuse épreuve lui donne une appréciation différente des perspectives qui s'offrent à l'État d'Israël pour l'avenir. Enfin, Gadi Eisenkot caracole en tête dans les sondages, largement devant Naftali Bennett, également à jeu égal avec Binyamin Netanyahou, ce qui lui donne déjà, à 100 jours des élections du 27 octobre, un atout incontestable. Pourtant, une fois ces avantages énoncés, une partie au moins de cet électorat ne votera probablement pas en faveur de Gadi Eisenkot, et ce, pour plusieurs raisons. D'abord parce que, dans l'histoire politique d'Israël, avoir été chef d'état-major de Tsahal ne garantit aucune réussite politique en tant que Premier ministre. Ce serait même plutôt le contraire. À l'exception d'Yitzhak Rabin, tous les chefs d'état-major qui sont entrés en politique par la grande porte en sont ressortis en rasant les murs. Voire Ehud Barak, le soldat le plus décoré de Tsahal, qui est devenu le plus piètre Premier ministre de l'histoire d'Israël au début du millénium. Il est d'ailleurs étonnant que, plus de 20 ans après cet échec cuisant d'Ehud Barak, les chefs d'état-major de Tsahal continuent à jouir d'une telle popularité électorale. Ensuite, il suffit de regarder Gadi Eisenkot en interview pour constater qu'il manque cruellement de charisme, qu'il parle très mal l'anglais et surtout qu'il est totalement dépourvu de cette rage de vaincre qui se reflète aujourd'hui encore dans les yeux de Binyamin Netanyahou plus de 30 ans après son arrivée au pouvoir. Mais ce qui est le plus préoccupant pour Gadi Eisenkot, ce sont ses déclarations qui le poursuivent sur les réseaux sociaux et le classent irrémédiablement dans le camp des partisans de la retenue militaire et d'autres concepts erronés qui ont conduit aux événements du 7 octobre. Ainsi, à propos de l'Iran, Gadi Eisenkot affirmait en 2018, alors qu'il était chef d'état-major, Israël ne pourra pas totalement déjouer les efforts iraniens en vue de la production d'une bombe atomique. En conséquence, nous devons nous habituer à vivre avec une telle menace. À propos de Gaza, Gadi Eisenkot déclarait avant la guerre, pour améliorer la situation économique et sociale à Gaza, il faut autoriser 100 à 150 000 Gazaouis à aller travailler en Israël. C'est dans l'intérêt de l'État d'Israël. Les déclarations de Gadi Eisenkot en uniforme de chef d'état-major sont parfois même surprenantes. À propos du Liban, Gadi Eisenkot relatait qu'il avait eu l'occasion d'éliminer Hassan Nasrallah à Beyrouth, mais que pour éviter des pertes de civils libanais, cette élimination ne s'est pas concrétisée. Enfin, il y a quelques semaines, le conseiller média de Gadi Eisenkot, l'ex-porte-parole de Tsahal, Ronen Manelis, a été surpris en train de demander à un expert américain comment agir pour faire croire à un électeur israélien que Gadi est de droite. À cela, il faut rajouter l'attitude pour le moins controversée du général Eisenkot lors de l'affaire Elor Azaria, ce soldat qui avait tiré et éliminé un terroriste palestinien déjà blessé et à terre. Gadi Eisenkot s'était alors empressé de dénoncer l'attitude du soldat. Même s'il a ensuite réduit sa peine, le chef d'état-major a été perçu comme celui qui était prêt à sacrifier un soldat, Elor Azaria, sur l'autel de la morale et de l'éthique, ce qui en soi a suffi à le classer dans le camp des bonnes âmes humanistes si proches de la gauche israélienne. Cela explique pourquoi beaucoup d'Israéliens de droite ne sont pas dupes. Ceux qui, lors des élections de 2021, ont voté Naftali Bennett en pensant voter à droite, n'ont pas l'intention de s'égarer une seconde fois avec un Gadi Eisenkot qui, d'un côté, leur fait les yeux doux, mais de l'autre, lorgne du côté de Yair Golan et de son parti ultra-démocrate, mais surtout radical.
Et nous commençons cette revue de la presse avec le Israël Hayom qui consacre sa une aux négociations avec le Hamas, avec un article qui a été écrit avant l'annonce de Donald Trump cette nuit, affirmant qu'un accord avait été trouvé. Et le journal révèle que le principal point de blocage déjà était le désarmement du Hamas. L'organisation terroriste refuse toujours de remettre ses armes légères et exige de pouvoir en conserver plusieurs centaines pour assurer la protection de ses dirigeants. Demande catégoriquement rejetée par Israël. Selon le Israël Hayom, Jérusalem maintient donc une ligne rouge très claire. Aucun retrait de Tsahal de la bande de Gaza tant que le Hamas n'aura pas remis l'ensemble de son arsenal et que l'enclave ne sera pas totalement démilitarisée. Ce qui nous amène à parler de l'analyse du Israël Hayom sur la conception sécuritaire des dirigeants politiques. Et c'est Amnon Lord dans le Israël Hayom justement qui estime que Binyamin Netanyahou est le seul dirigeant israélien à avoir véritablement changé de doctrine après le 7 octobre. Selon lui, le Premier ministre a compris qu'il fallait abandonner la politique de retenue menée pendant des années et poursuivre la guerre jusqu'à modifier en profondeur l'équilibre stratégique de la région. À l'inverse, l'éditorialiste s'en prend à Gadi Eisenkot. Il lui reproche de rester prisonnier de l'ancienne conception sécuritaire et de concentrer ses critiques sur les décisions politiques du gouvernement plutôt que sur la lutte contre les ennemis d'Israël. Pour Amnon Lord, le véritable débat des prochaines élections portera précisément sur cette question. Faut-il revenir aux politiques d'avant le 7 octobre ou bien poursuivre la nouvelle stratégie mise en œuvre depuis le début de la guerre? Et ce matin, le Yediot Ahronot nous fait entrer dans les coulisses de la guerre contre l'Iran. Et selon le journaliste Nadav Eyal, après le 7 octobre et les attaques directes de l'Iran contre Israël, Binyamin Netanyahou aurait fixé un objectif beaucoup plus ambitieux que la simple destruction des capacités militaires iraniennes, provoquer un changement de régime à Téhéran. Le journaliste révèle qu'un vaste plan avait été préparé avec des groupes kurdes. Après les frappes israéliennes, ces forces devaient pénétrer en Iran avec l'appui de l'aviation israélienne afin de provoquer un soulèvement populaire contre le régime. Mais ces scénarios, comme nous le savons, n'a finalement jamais vu le jour, notamment après le refus de l'administration Trump de soutenir cette opération. Puis une question qui préoccupe de plus en plus les responsables de la sécurité israélienne, la menace des drones. Et pour Amit Segal dans le Israël Hayom, cette menace est en train de devenir le principal défi stratégique auquel Israël devra faire face dans les années à venir. Le journaliste rapporte une réflexion du chef de l'état-major, Eyal Zamir, lorsqu'on lui demande quand Israël parviendra à éliminer la menace des drones. Sa réponse est sans détour. Probablement jamais. Sa conclusion est aussi sans appel, la conclusion de Amit Segal. Pendant des décennies, Israël s'est préparé à la menace des roquettes. Désormais, estime-t-il, c'est la menace des drones qui doit devenir la priorité absolue. On continue cette revue de la presse avec l'analyse de Yaharon Avraham sur la visite de Binyamin Netanyahou à Washington. Et selon le journaliste de la chaîne 12, le véritable intérêt de cette rencontre se trouvait dans les échanges à huis clos. Binyamin Netanyahou a notamment tenté de convaincre Donald Trump de la nécessité de maintenir la présence israélienne au Liban et en Syrie. Pour cela, il lui a présenté des cartes montrant l'influence grandissante de la Turquie dans la région. Les deux dirigeants ont également évoqué les différentes options face à l'Iran, mais souligne Yaharon Avraham, le premier ministre israélien, a pris le soin de ne jamais apparaître comme celui qui pousse les États-Unis vers une nouvelle guerre. Son objectif est avant tout d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire. Ce matin, plusieurs éditorialistes reviennent sur l'incident disciplinaire qui s'est produit hier dans la base de Sde Teman.
comme Yossi Yoshua dans le Yediot Achronot, qui estime que ceux qui ne voient dans cette affaire qu'un simple acte d'indiscipline passent à côté de l'essentiel. Selon lui, cette crise est avant tout le symptôme d'une armée qui tente de ramener à la vie de caserne des soldats qui sortent de près de 3 années de guerre. Pour l'éditorialiste, l'erreur du commandant du bataillon Tsabar de Givati n'est pas d'avoir voulu rétablir la discipline, c'est la discipline est indispensable, et écrit le journaliste ce matin. Son erreur est d'avoir voulu l'imposer brutalement en détruisant des symboles auxquels des soldats étaient profondément attachés. La véritable leçon de cette affaire, écrit-il, est qu'on ne ramène pas des soldats ayant vécu 3 années de guerre à la normale avec un simple ordre. Puis une information qui illustre ce matin la place grandissante de l'intelligence artificielle en Israël, et c'est le Ma'ariv qui en parle, c'est le centre médical Sheba qui annonce un partenariat stratégique avec OpenAI afin de prévenir le premier hôpital au monde entièrement organisé autour de l'intelligence artificielle. Et selon l'établissement, médecins, chercheurs, personnel administratif disposeront d'outils capables d'analyser les données médicales, de résumer les dernières publications scientifiques et d'alléger une partie des tâches administratives. L'objectif, nous dit le Ma'ariv, l'objectif affiché d'améliorer l'efficacité des soins tout en maintenant un principe clair. Les décisions médicales continueront d'être prises exclusivement par des professionnels de la santé. On termine avec une note un peu plus légère. Cette semaine, Israël a célébré Tou B'Av, la fête de l'amour dans la tradition juive. Je vous rappelle que selon le Talmud, c'est le jour où les jeunes filles vêtues de blanc sortaient danser dans les vignes afin de rencontrer leur futur époux. À cette occasion, le journal Actualité Juive consacre plusieurs pages à l'amour aujourd'hui en Israël et en dehors d'Israël aussi, avec les grands couples de la Torah, mais aussi comment le 7 octobre a fait naître des histoires d'amour improbables. L'article qui montre qu'en dépit des épreuves traversées par le pays, l'amour continue de trouver sa place en Israël. Et nous allons revenir sur les Maccabiades qui se sont terminées il y a tout juste un peu plus de 2 semaines et sur une médaille de bronze avec un représentant de l'équipe de futsal. Il va nous dire tout sur cette discipline qu'on connaît, enfin que moi je connais pas très bien. Adriel Simon, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc tout de suite, médaille de bronze, on peut l'avoir, hein. Très belle médaille de bronze. Elle est lourde. C'est mon petit bébé. Médaille de bronze dans cette discipline de futsal. Alors pour ceux qui sont comme moi un peu ignorants, c'est quoi le futsal? Alors, le foot déjà et salle. Voilà. Alors le foot, c'est bon, comme tout le monde en connaît, un peu comme la Coupe du Monde, c'était un foot de 11 contre 11 sur du gazon. Et là, c'est dans une salle, c'est 5 contre 5, 4 plus gardien. Avec, c'est tout un autre foot. C'est différent, c'est beaucoup plus intense, beaucoup plus de contact. C'est pas les mêmes règles? C'est pas les mêmes règles. Bon, c'est plus ou moins, ça reste du foot quand même. Ouais. Mais c'est très intense, c'est très des tactiques de jeu. Par exemple, un bon joueur de foot en 11 n'est pas obligatoirement un bon joueur de futsal. D'accord. Alors différemment. Alors on va se tutoyer, mais d'une manière générale, comment toi tu as découvert cette discipline? Alors bon, quand j'étais petit, j'ai toujours joué. Quand on était à l'école, on a toujours un petit peu joué en futsal. Après, avec l'évolution. Déjà, c'est assez connu. Enfin, quand on est petit, il y en a pas trop à l'époque, il y avait pas trop de terrain 11 contre 11. Donc on jouait avec les copains dans le futsal. Donc on connaissait un petit peu avec les murs, un petit peu foot de cité, comme on peut dire. D'accord. Et donc j'avais des bases. Et après, bon, on a joué en club, chacun a joué en club avec mes copains, etc. Donc on a joué en foot normal de 11 contre 11. Mais c'est toujours un plaisir de jouer à 5 contre 5. Et après, on s'est un petit peu habitué. On a fait quelques entraînements et on est parti sur cette discipline. Alors, vous avez constitué quand même une équipe de 5 personnes, 5 francophones Olim qui ont un rapport avec la Aliyah en Israël. Comment vous vous êtes trouvés?
Alors voilà, c'est 5, mais on joue 5 contre 5, mais il y a aussi des remplaçants. D'accord. Donc c'est une équipe de 12 personnes. Ah, quand même. Ah oui, parce que ça tourne beaucoup, c'est très intense. Il y a des blessés, il y a des gens qui sont partis en Miloïm au milieu. C'est violent quand même. Donc ouais, c'est assez contact. D'accord. Et du coup, donc on s'est retrouvés, on se connaît tous un petit peu déjà depuis des années. On joue ensemble au foot en normal, en club, depuis 8 ans. Et là, on s'est retrouvés, on s'est dit, c'est peut-être notre discipline qu'on va essayer. On a promis à Kiki d'avoir la médaille. Et donc on est parti la récupérer. Alors, comment ça s'est passé d'abord la compétition donc pour arriver à la médaille de bronze, il y a un match qui est un match de... Alors voilà, il y a un classement. Ouais. Il y a un classement, on joue plus ou moins contre toutes les équipes. On avait le Brésil, on avait Israël. Donc vous avez fait plusieurs matchs. Plusieurs matchs de poule. D'accord. Et après, en fonction de notre classement, le premier et le deuxième jouent la finale. D'accord. Le troisième, quatrième joue la petite finale pour la médaille de bronze. 5e, 6e pour la 5e place, etc. D'accord. Donc vous êtes arrivé à la petite finale. On est arrivé 3e parce qu'on a eu en face le Mexique et Israël qui étaient très, 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 très habitués à jouer. C'est des joueurs qui jouent depuis des années. Ils sont habitués à jouer ensemble. Donc on était la petite finale contre l'Allemagne. Match très costaud. On a fini 3e, ils ont fini 4e. Combien de temps dure un match? Alors un match c'est 20 minutes, pause 20 minutes. Mais il faut savoir que chaque ballon qui sort, le temps s'arrête. Ah oui. Donc c'est 20 minutes africaines, comme on peut appeler. Donc c'est des matchs à rallonge avec les cartons, avec les temps morts, avec tout ça, c'est comme du basket, quoi. C'est vraiment assez intense. Donc en fait, vous étiez une équipe, je ne dirais pas que vous êtes connu par hasard, mais vous aviez quand même eu le temps de vous entraîner, de vous connaître. Alors on a eu quelques entraînements, pas comme toutes les équipes qui, eux, depuis 4 ans, ils préparent cette discipline. Nous, c'était un petit peu un pari, mais on se connaît et on est des copains, donc chacun se battait pour l'autre et donc on savait qu'on allait tirer quelque chose. Donc toi, Adrien, tu habites à Jérusalem. Est-ce que les autres aussi? On est tous des copains de Jérusalem, quasiment, à part un ou deux à Beth Shemesh et dans les environs. Et donc voilà, on a fait quelques entraînements un peu avant. Et tous des Olim de France. Tous des Olim de France, ouais. Ah ben dis donc. Voilà. Très bien. Donc ça c'est concernant donc cette belle médaille de bronze. On va parler aussi. Vous avez joué pour un soldat qui s'appelle Binyamin Lev, puisque chaque équipe ou chaque sportif avait donc été associé à un soldat. Donc et vous c'était le soldat Binyamin Lev qui est tombé, je crois, tout au début de la guerre, quelques jours après le 7 octobre. On va parler de l'ambiance aussi, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des Maccabiades ici sur Kalita. On avait tous les jours un petit rapport de ce qui s'était passé la veille avec notre ami Kiki Kandel qui nous parlait de cette ambiance et qui surtout était celui qui a mis en scène et qui a géré toute cette équipe et les différentes équipes. Je crois qu'il y avait 160 sportifs cette année, sportifs Olim de France, donc pour cette équipe. Comment ça s'est passé, l'ambiance justement des Maccabiades avec la rencontre d'autres sportifs du monde entier, d'Israël? Alors voilà, souvent quand on parle d'ambiance, c'est à moi qu'on adresse parce que c'est moi le metteur d'ambiance un peu même dans les matchs ou même dans les avant-matchs ou les après-matchs, les after-matchs, avec beaucoup de soirées après. Mais il y a eu cette soirée d'ouverture à Teddy qui était exceptionnelle, la cérémonie d'ouverture, avec tous les copains, avec une ambiance exceptionnelle. D'ailleurs, Kiki, tu me diras pardon que j'enlève à chaque fois mon t-shirt. J'aime faire la fête et du coup, non, c'était exceptionnel parce que c'est là qu'on rencontre un peu tous les sportifs d'un peu de tous les pays et que ça soit même de la délégation française, que ça soit un peu dans toutes les délégations, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Et après chaque match, on retrouve la fan zone où là-bas on boit, on discute avec les sportifs où on s'est battu sur le terrain 1 heure avant et 1 heure après on boit une bière ensemble. C'est-à-dire que même si on s'est battu, on était ennemis sur le terrain, après on devient ennemis, on devient amis et on. C'est ce que j'ai même la photo là, c'est mon fond d'écran. C'est les Mexicains, les Brésiliens et les Cubains. On est tous ensemble là et juste avant, 1 heure avant, on se bat sur le terrain comme si on était les pires ennemis et après on boit un coup, on est tous ensemble et c'est exceptionnel. Donc une belle ambiance. Alors tu nous parles de soirée, etc. Mais les sportifs quand même, ils ont pendant certaines disciplines quand même. Bien sûr. Alors pendant c'était 10 jours de compétition, on buvait pas d'alcool, enfin on essayait, à part la soirée de fermeture où là on a pu décompresser, mais sinon bien sûr on faisait la fête, mais toujours on essayait de bien dormir
dormir, bien manger et pas trop boire d'alcool. D'accord, c'était la première fois que tu participais au Non, Maccabiade? j'ai fait aussi il y a 4 ans. Ouais. Et j'espère pouvoir encore faire dans 4 ans si je suis encore en forme. C'est une véritable expérience, et le fait comme ça d'appartenir à une équipe d'Olympe de France, ça fait quelque chose de plus? Ah, c'est exceptionnel parce que c'est comme des Jeux Olympiques, mais des Jeux Olympiques juifs du coup. Ouais. Donc c'est un rêve de gosse. On a toujours vu, et là, on représente les Olympe de France. C'est-à-dire, c'est même pas qu'on représente l'équipe de France, on représente vraiment les Olympe de France. C'est quelque chose d'exceptionnel, quoi. Et de combattre, enfin, de jouer au foot contre des équipes comme le Brésil, comme des équipes où on a toujours rêvé, où on a toujours vu à la télé. C'est vraiment quelque chose de très intense. Vous allez continuer à vous entraîner au futsal, ou vous allez changer un peu peut-être? Alors, je ne sais pas, c'est dans 3 ans, je ne sais pas encore ce qu'on va faire. Peut-être qu'on ira au golf, j'en sais rien. Non, on va sûrement rester sur la discipline de foot. Après, foot normal, futsal. Là, il y a 4 ans, on avait fait beach soccer. C'était une expérience, c'était sur le sable, à la plage. C'était un peu plus, voilà. Ça aussi, c'est très bizarre. C'est différent. C'est pas comme un foot normal, mais c'est toujours quelque chose d'exceptionnel. Et je remercie beaucoup Kiki qui nous donne. Très bien. Donc on continue, on s'entraîne encore 3 ans. On reste toujours en forme. De toute façon, Maccabiade ou pas Maccabiade, il faut rester en forme pour la santé. On reste en contact avec les copains. Contact avec les copains. Et on attend la prochaine discipline dans 3 ans. Peut-être futsal aussi, on verra. Un mot sur ce que tu fais quand tu n'es pas au Maccabiade? Alors, j'ai une société de livraison. D'accord. Qui me permet aussi d'être un peu indépendant, qui est un peu pouvoir faire du sport à côté. Alors, dis le nom, comme ça te fait un peu de publicité. Deliveroo. Très bien, Deliveroo. Donc voilà, si vous avez quelque chose à faire livrer dans tout le pays. C'est dans Jérusalem. Jérusalem. À Jérusalem. Pour le moment. D'accord. Très, très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Adriel, d'être venu dans notre studio. Bravo pour cette belle médaille de bronze. Et dans 3 ans, on espère que ça sera la médaille d'or. Voilà, on espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée.